Et salut à tous, c'est Captain et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à DC sur cette chaîne YouTube. On va parler cette fois-ci du plan, enfin de ce qui est un peu plus annoncé officiellement du côté de DC, donc de ce qui arrive, je crois que c'est dans l'année qui arrive, oui. Enfin dans l'année, on va dire dans l'année scolaire, on va plutôt appeler ça comme ça. Donc à partir de septembre, de août 2025 jusqu'à août plus ou moins 2026 que DC nous propose. Donc c'est sur le site officiel de DC, voilà, What Next for DC Studios. Donc c'est vraiment que s'ils mettent ça, c'est que des choses qui ont été annoncées officiellement et qui sont bien, enfin très très bien avancées, voire quasiment tournées. Donc on va partir là-dessus. Peacemaker, je vais pas en parler. Je sais que, alors je compte probablement prendre un abonnement HBO Max pour voir, pour regarder The Penguin, Penguin plutôt. Créature Commando également, et du coup je serais probablement obligé, vu que je suis une chaîne YouTube quand même, de passer, enfin de regarder Peacemaker, mais pour être tout à fait franc, j'irai à reculons, et donc je vous en parlerai à ce moment-là. Je ferai probablement une critique. Je sais pas si je ferai une critique parce que je sais pas si je serai enfin, objectif, suffisamment objectif en tout cas pour vraiment faire une bonne critique, à moins que la série vraiment me retourne et que j'adore. Mais enfin, je pense qu'il y a peu de chance. Donc je sais pas si ça vaut le coup de faire une critique sur Peacemaker. Peut-être que je ferai juste une vidéo où j'ai vu Peacemaker et je dirai ce que j'en pense du point de vue de l'histoire et pas forcément du point de vue de la série. Ensuite, on a Supergirl donc qui est déjà tourné. Je crois qu'il y a eu une news récente comme quoi il y a eu une première projection test, donc évidemment privée, mais c'est que des rumeurs là. Sans vraiment gros montage, j'imagine sans gros effets spéciaux, parce qu'on est quand même quasiment à, ouais, on est à 9 mois de la sortie du film, donc je pense que les effets spéciaux sont très 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 branque-ballant, je dirais, très très rudimentaire plutôt, voilà. Et apparemment le film a beaucoup plu, donc tant mieux. C'est un film au final qui a enfin c'est un film assez paradoxal parce que je, je, je vois pas beaucoup de personnes en parler. Beaucoup de personnes sont plus concentrées sur l'après Supergirl. Le problème, c'est qu'il y a déjà Supergirl avant, et j'ai l'impression qu'on oublie vraiment ce film. Et j'ai vraiment peur que ce film passe aux oubliettes parce que il va sortir à un moment où tous les autres projets d'essai vont commencer à se lancer de l'autre côté. C'est-à-dire que The Batman 2 sera, le tournage de The Batman 2 sera quasiment fini au moment où Supergirl va sortir. On aura probablement le tournage de Superman Saga, j'y viendrai après, qui sortira également. Enfin, qui sera soit débuté, soit terminé à ce moment-là aussi. Donc ça va être un peu, ce film va vraiment sortir avec le cul entre les chaises, et le public va, à mon avis, va l'ignorer parce que vraiment on va se dire, ah, Supergirl sortait, mais j'étais pas au courant, moi j'attendais un Superman Saga ou ce genre de choses. Il va vraiment falloir qu'il le market limite plus que Superman, et ça va être compliqué parce que marketer Superman c'est au final assez simple, c'est Superman. Marketer Supergirl un an après Superman, c'est quoi? Il va vraiment falloir que le film se détache. L'équipe qui bosse au marketing de Supergirl a un boulot monstrueux à faire. Il va falloir qu'ils se posent les bonnes questions, pardon, euh, pour à la fois se détacher de Superman sans trop se détacher. Et en même temps, faut pas que le film soit pareil, faut pas que ce soit un Superman version féminin, parce que du coup, il y a des gens qui vont dire, oh, c'est Superman féministe, oh, ça me casse les couilles, j'ai pas envie. Déjà que il y a des gens qui n'ont pas été voir Superman parce que soi-disant c'était woke. Là, si en plus on dit Supergirl c'est un Superman féminin, alors là, les mecs, on les a perdus pour 10 ans. Après tout, bon, pour débarras, mais bon, enfin, ça fait toujours une rentrée d'argent. Je sais pas si on. Bref. Donc voilà, vraiment ce film-là me fait peur, pas en termes de qualité, je pense. J'ai un étrange pressentiment qui me fait dire que ce film-là sera peut-être même meilleur que Superman parce qu'il va proposer quelque chose de différent de Superman. Et au final, Supergirl peut avoir le ton qu'on veut lui donner. C'est tellement un personnage qui est pas suffisamment ancré dans la culture populaire que vous pouvez lui faire à peu près ce que vous voulez à Supergirl. Elle peut être violente, elle peut être euh, aimante, elle peut être. Enfin, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez à Supergirl. Je pense que ça collera parce que justement, c'est un personnage qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et donc voilà, on peut la modeler un peu comme on veut. J'ai pas voulu la faire, mais la transition est parfaite pour Clayface. Juste cette image va enfin, en voyant cette image, j'ai tout de suite compris pourquoi ce film allait être un film d'horreur, et ça pouvait être un film parfait pour un film d'horreur justement. Cette image-là me fait penser. Alors j'ai pas vu The Thing, que ce soit le remake ou le truc de base, mais j'ai vu des extraits sur YouTube. Je pense comme à peu près beaucoup de monde. Ça, c'est The Thing. C'est typiquement si un réalisateur a une vision d'horreur
et qui travaille sur la plastique des corps, des choses qui sont démembrées, dégueulasses. Je crois que c'était Cronenberg hein, qui était spécialiste de ça, il me semble, de cinéma un peu, le travail sur les corps, sur la chair, etc., la déconstruction de la chair. Euh, Si un réalisateur a cette vision-là, qui travaille là-dessus sur Clayface, ça peut être un des films les plus, comment je pourrais dire ça, dégoûtant et brutal visuellement à regarder. Et ça va faire partie du DC Studio. Ça, c'est quand même assez fou de se dire ça. Alors, encore une fois, par contre, s'il y a ça, si c'est ça, clairement, je suis pas sûr de pouvoir regarder. Parce que, alors, petit point personnel, je déteste les films d'horreur. Vraiment, c'est des films que je ne peux pas supporter ou dis très très difficilement. J'ai par exemple plus de facilité à tanker les jeux d'horreur que les films d'horreur. Euh, et typiquement, les films de Cronenberg, à l'époque, j'ai fait bac option cinéma, et notre prof était fan de tout ce qui était film d'horreur, film gore, etc. Donc il nous montrait des films comme ça, enfin surtout des extraits où il y avait le travail sur la chair, etc. Et la seule fois en 3 ans où j'ai dû sortir de la salle parce que je ne pouvais pas supporter ce qui se passait à l'écran, c'était pas vraiment ça, mais c'était en fait un moment où un- une femme se transformait en vampire et elle souffrait dans la rue. C'est un film en noir et blanc, je sais plus de qui c'était. Le réalisateur, je me demande si c'était pas un des premiers de Palma. Bref, et c'était un peu ce thème-là, c'est-à-dire le corps déchiré, déchiré qui souffre de l'intérieur et on voit cette souffrance. Donc si c'est ça avec les fesses, honnêtement, je pense pas pouvoir regarder le film. Le problème, c'est que je ne saurais pas ce que ça va être juste en voyant les bandes annonces parce qu'ils vont pas montrer le plus gros de l'horreur dans les bandes annonces, ça serait stupide. Donc je sais pas. Honnêtement, ce film-là, je sais pas si j'irai le voir au cinéma. J'ai un gros doute. Parce que c'est même pas une question de courage, c'est-à-dire que certes, je pense que j'aurai le courage d'y aller, parce que c'est un film d'essai, et je me dis, allez, c'est un mauvais moment à passer peut-être, etc. Mais c'est le fait d'y aller et probablement devoir sortir de la salle s'il y a des choses, s'il y a un passage qui me dérange trop, je trouve ça inutile en fait de payer du coup juste pour sortir et me dire ouais j'y suis allé ouais mais t'es pas resté dans la salle donc ça sert à rien. Donc je sais pas du tout si je vais aller voir ce film, mais clairement j'achèterai le Blu-ray par contre parce que je pense que le regarder chez moi ça sera plus simple. Euh, je mettrai ça en plein jour enfin faut bien comprendre que l'horreur dont je parle, c'est même pas une horreur qui fait peur, c'est une horreur qui dérange. Donc c'est même pas quelque chose qui fait peur où je vais avoir peur de regarder ça dans la nuit, c'est juste ça va me déranger dans mon être. Vraiment, je vais pas être bien, je vais pas être à l'aise. Donc je peux regarder ça en plein jour, en pleine nuit, ça changera rien. C'est juste que ça me mettra la nausée et des sueurs froides quoi qu'il arrive. Donc voilà, Clayface, je sais pas, honnêtement, bon, je ferai des vidéos de réaction aux bandes annonces, hein, mais ce film-là, je sais pas, vraiment, je sais pas. Mais c'est encore une fois, c'est cool qu'il y ait cette proposition-là. Je sais pas si le film va bien marcher. J'espère qu'ils vont pas mettre un gros budget parce que ça m'étonnerait qu'il dépasse les 100 ou 200 millions. C'est déjà bien en vrai parce que je crois qu'un Alien par exemple, qui est une des séries super connues, je crois qu'ils sont aux alentours de les meilleurs font entre 150 et 200. Donc ouais, en vrai s'ils passent les 100 millions, c'est peut-être bien quoi. Ensuite, on a donc, c'était bien Jon Stewart, la série Lanterne. Alors, par contre, celle-là, évidemment, je la regarderai. C'est d'ailleurs pour ça que je vais m'abonner à HBO Max en priorité. Pour la série Lanterne, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec Jon Stewart et Al Jordan. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer comme intrigue? Ça va être quoi l'ennemi principal? Apparemment, il y a des rumeurs comme quoi il y a Sinestro. Enfin, il y a pardon. L'acteur qui joue Sinestro a dû retourner des scènes ou un truc comme ça, je crois. Donc je sais pas. J'ai vraiment, pour le coup cette série, je sais pas si je vais regarder la bande-annonce parce que je veux vraiment y aller en mode le plus spoiler free possible, vraiment me laisser emporter par cette série parce que comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, aujourd'hui l'univers Lanterne c'est probablement celui que je préfère avec l'univers de Batman chez DC. En tout cas, celui que je trouve où il y a le plus de potentiel, non exploité et largement exploitable au cinéma et en série. Donc vraiment, j'espère qu'ils ont réalisé ça et qu'ils ont été au bout de leur idée. Et voilà, j'espère juste une bonne série. Il parle que c'est plus ou moins un récit policier à travers la galaxie. Moi, ça me va, hein. Vraiment, ça me va. Si on a le dernier épisode qui est un peu épique avec vraiment une intrigue bien ficelée, on découvre qu'il y a des meurtres dans toute la galaxie ou des planètes qui sont détruites ou ce genre de choses. Et on découvre qu'à la fin, c'est un corps de lanterne qui a fait ça
ou ce genre de choses, ça peut vraiment être cool. Alors, comme j'ai dit, hein, l'arrivée de Brainiac, enfin ce genre de choses, on peut vraiment aller où on veut avec cette série. Et j'ai hâte de découvrir ça. Voilà la raison pour laquelle j'ai voulu enregistrer cette vidéo. Dynamic Duo, donc qui est une. Alors, il y a quelque chose que j'ai pas forcément bien saisi. Voilà, celui-là. Donc ce film va être le premier film d'essai studio qui va être sorti au cinéma, enfin qui va avoir une sortie cinéma, tout en étant animé. De ce que je comprends, enfin de ce que je traduis, c'est ça. Alors du coup, est-ce que ça va sortir au cinéma ou est-ce que ça va être vraiment comme les autres les autres films d'animation de DC direct ou VOD? Je sais pas. En tout cas, autant que je précise que c'est. Donc Dynamic Duo, ça va être une série canon qui va être vraiment dans l'univers du DCU avec Jason Todd et Dick Grayson donc sous leur personnage définitif, c'est-à-dire Nightwing et Red Hood. J'adore l'idée. C'est deux personnages encore une fois que j'adore, surtout Red Hood. Mais même Nightwing, j'ai appris à bien l'aimer et vraiment je le trouve très intéressant ce personnage-là. Mais pourquoi je voulais faire une vidéo sur ça, c'est que du coup si c'est canon, ça veut dire que dans le DCU, le Batman qu'on va voir, il va être assez vieux parce que s'il a eu le temps d'avoir Dick Grayson, que Red Hood a eu le temps de, du coup Jason Todd a eu le temps de mourir, enfin d'être Robin, mourir, puis revenir en tant que Red Hood et avoir une personnalité suffisante pour revenir dans la Bat Family, c'est qu'il y a vraiment un long moment qui s'est passé. Donc on peut imaginer que du coup vu que Batman Brave and the Bold, ça c'est confirmé que ça sera Damian Wayne. Euh, on peut donc imaginer qu'on a un Tim Drake également qui traîne dans cet univers-là, dans l'univers du DCU. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est que ça fait un peu redite. Ça fait à faire le deuxième Batman consécutif avec celui de Ben Affleck, qui est vieux, qui a déjà eu connu énormément de choses, qui a déjà vu son Jason Todd mourir. Ça me fait peur. Ça me fait peur que ce soit une redite. Et quand je dis que Damian Wayne a été confirmé pour Batman Brave and the Bold, je me suis dit peut-être qu'ils vont faire une relecture du livre, enfin oui, de la série ou du livre, hein, du tome, du run Batman Brave and the Bold, parce que je me suis dit, ça se trouve, ils peuvent faire que Damian Wayne est le premier Robin ou quelque chose comme ça pour vraiment mixer les choses, parce qu'on s'attend tellement à un Batman vieux que ça se trouve, ils auraient pu mixer ça. Mais non, du coup, on va vraiment avoir un Batman vieux. Quand je dis vieux, c'est aux alentours de 35-40 ans. Qu'est-ce que ça va donner avec le Superman qui fait assez jeune? Qu'est-ce que ça dit également en tant que casting d'acteur? Qu'est-ce que ça dit en tant que super-héros? Parce que du coup, ça veut dire que si Batman est là depuis un moment, qu'est-ce qu'il foutait pendant les événements de Superman? Ça pose beaucoup de questions en fait, ce film-là. Et je commence à avoir un souci avec l'écriture du DCU autour de Batman. Il y a énormément de questions qui se posent. Il y a enfin, il y a aucune réponse à l'heure actuelle. Et au contraire, il y a des questions qui s'empilent et s'empilent, et pas des bonnes questions. C'est-à-dire, il y a vraiment des moments où on se dit, mais là, c'est pas cohérent. Encore une fois, si Batman est présent dans cet univers, il aurait pu aider Superman avec Lex Luthor. Il aurait pu ne serait-ce que le prévenir. Alors, on va me dire oui, mais ils se sont encore jamais rencontrés. J'ai beaucoup de mal à croire que Superman, en 3 ans, n'a jamais rencontré Batman une seule fois. Batman n'est jamais venu le voir. Il n'y a jamais eu de moment où ils ont dû collaborer ou ce genre de choses. J'y crois pas une seule seconde. Donc, que fait le Batman dans cet univers, en fait, vraiment? C'est ça qui m'interroge surtout s'il est là depuis. S'il y a Nightwing, s'il y a Jason Todd et on va avoir Brave and the Bold. En supposant que Brave and the Bold se passe dans le futur du DCU, c'est-à-dire que après Superman, Brave and the Bold pourrait avoir. Ah ouais, mais non, mais ça veut dire que de toute façon, Brave and the Bold, minimum Damian Wayne a entre 10 et 11 ans dans le film, minimum. Donc ça veut dire que Batman exerce théoriquement depuis 10 ou 11 ans en fait. Il y a un gros souci au niveau de la timeline, au niveau de Batman. Je sais pas comment ils vont l'expliquer, mais ils sont en train de se foutre dans la merde avec Batman, je pense, dans cet univers. Vraiment. Je sais pas comment ils vont s'en sortir. Ça me paraît être un nœud de problème. En fait, vraiment, le plus gros problème pour moi, c'est The Brave and the Bold. Fallait pas faire un film sur ça, en fait. Fallait annoncer qu'il y avait un Batman, peu importe ce que c'était, mais pas forcément un Brave and the Bold. Parce que là, vraiment, ça fout un bordel sans nom dans la timeline. Je trouve, personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez, peut-être que vous trouvez que ça logique, peut-être que vous avez une raison qui peut retourner ça de façon logique, mais moi vraiment je comprends pas ce que un Batman qui est présent depuis 10 ans, donc qui a une sorte de, certes mainmise sur Gotham, mais un peu sur le monde entier, je pense,
après 10 ans hein, quand même. Il a forcément, en fait, en 10 ans, je me dis qu'il a forcément dû, à un moment ou à un autre, enquêter sur une autre ville, dans une autre ville, à un moment ou à un autre de sa carrière, forcément. C'est obligatoire. Et d'ailleurs, le fait que, c'est tout con, hein, mais le fait qu'il ait Damian Wayne, donc probablement avec Talia al Ghul, fait que de base, de toute façon, il est forcément sorti de Gotham pour aller à Nanda Parbat. Donc il est forcément sorti de Batman, hein, de Gotham à un moment, donc je sais pas comment ils vont se démerder. Alors, je suis très excité à l'idée de ce film, de voir ce film, vraiment, parce que je pense que c'est. Alors, Dick Grayson, peut-être pas, mais Jason Todd, c'est un des personnages les moins exploités de DC, et vraiment le personnage de Redwood, s'il est bien traité, est une merveille en termes de complexité, de psychologie, etc. Parce que c'est à la fois un personnage qui a peur, mais qui est suffisamment courageux pour affronter n'importe qui, même en sachant qu'il s'est fait buter une fois. Donc, il sait ce qui peut lui arriver et ça peut lui faire peur. Il a cette complexité autour de la morale de Batman, où lui il pense que les criminels faut les tuer et le crime faut le contrôler et non pas les, enfin faut le purger plutôt que le contrôler. Enfin vraiment ce personnage-là c'est peut-être un de mes préférés chez DC. Et je trouve qu'il est tellement mal exploité à l'heure actuelle. Enfin, dans les rares tentatives qu'il y a eu, dans Titan, j'en parlerai même pas. C'est pas de, enfin, c'est vraiment le degré zéro de l'interprétation de Jason Todd. Dans Arkham Knight, pareil, c'est un énorme miss, un gros loupé selon moi, et qu'il y en a eu d'autres. Bah, en fait, le seul qui a vraiment fait, la seule œuvre qui a vraiment rendu hommage à Redwood, c'est juste le film animé Under the Redwood, quoi. Donc, euh, donc voilà, j'espère qu'on va avoir à peu près quelque chose de la même qualité. Et donc, Creature Commando aura bien une saison 2. Ça pareil, hein, vu que j'ai pas encore vu la série, je peux pas vous en parler. Je vous en parlerai quand j'aurai fait la série. Peut-être du coup au mois de septembre, je ferai peut-être une critique dessus si je m'abonne dès le mois de septembre, ce qui est possible. Et c'est mine de rien une série que j'ai bien envie de voir parce qu'il y a eu des bonnes critiques et c'est des personnages qu'on voit rarement et le fait qu'ils soient en série animée, je pense que c'est le plus logique et c'est ce qui est le mieux. C'est limite ce qui aurait dû être fait avec Peacemaker, mais je vais pas continuer de taper sur Peacemaker. Donc voilà tout ce qui est en préparation officielle du côté de DC. À côté de ça, on peut rajouter donc du coup Superman Saga qui a été annoncé par James Gunn. Alors, il dit que c'est le prochain chapitre dans la Superman Saga, donc ça s'appellera probablement pas Superman Saga, mais dans un premier temps, on va l'appeler comme ça, plutôt que le film sur la Super Family. Donc il a dit qu'il allait entrer en production much sooner rather than later. Donc la dernière fois qu'il avait dit ça, c'était lors lors de l'interview que je vous avais montré sur la chaîne, il disait que le film sur lequel il écrivait, donc Superman Saga, allait être annoncé, pareil, much sooner rather than later. Et en fait, il a été annoncé 2 semaines plus tard. Donc là, s'il dit il espère tourner en tournage plus tôt que prévu, on peut peut-être imaginer qu'il va commencer à tourner avant la fin de l'année, peut-être. D'ailleurs, je crois qu'ils sont déjà en train de planifier le calendrier, etc. Donc, ils sont quasiment entrés en phase de pré-production. Enfin, ils sont même en phase de pré-production et je pense que le tournage va vraiment pas tarder. Et donc, à côté de ça, on a également donc, The Batman et d'autres séries animées comme Starfire. Ça, je l'avais pas vu, Starfire. My Adventure with Green Lantern. Ok, ouais, ça pareil. Je l'avais pas forcément vu non plus. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de surtout pour moi c'est vraiment celui-là là, qui me fait poser beaucoup de questions. Dans l'idée, j'adore l'idée, mais le problème c'est vraiment qu'est-ce qu'ils vont foutre du Batman de cet univers vraiment. Alors peut-être qu'il est mort en fait. Ah mais non, The Brave and the Bold. Comment vous faites? À moins que ce soit un Batman qui revient. Ouah, c'est compliqué, hein. Vraiment, il se complique en fait la vie pour rien avec ce Batman vieux, alors il y avait même pas besoin de ça. Vous faites Batman Year One en même temps que Superman et vous avez une Justice League quasiment toute neuve pour 10-15 ans. Alors que là, si vous castez un nouveau Batman à 35-40 ans, vous avez un Batman qui va durer que 10 ans à tout, enfin ouais, même pas 10 ans à tout péter quoi. Vraiment, c'est très très étrange comme décision. Mais bon, peut-être et j'espère qu'ils vont me donner tort. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Portez-vous bien. Et je vous retrouve quand vous le souhaitez pour de nouvelles vidéos sur DC Comics. À bientôt. Si je clique pas sur le bon bouton, ça va pas le faire.